Bonjour, troisième partie de l'entretien avec Alain Jounot de la FNOR Certification sur son ouvrage Entreprise performante et responsable, c'est possible. Les conclusions qu'en ont tirées les auteurs Florence Méo et Alain Jounot. Dans quel sens, quelle est la relation entre performance et RSE? Eh bien, écoutons ce que Alain Jounot a pu constater avec les entreprises et ses travaux. Donc, vous avez compris, on a recueilli sur le modèle AFAC d'Annecy 200 entreprises évaluées, 200 scores globaux, mais aussi des scores critère par critère. Bien sûr. Il a fallu rentrer tout ça dans une base de données pour en tirer certaines conclusions. Donc ça, Julien nous a énormément aidé parce qu'il a aussi commencé à en tirer certaines conclusions. Puis après, on a étoffé avec Florence au travers des analyses des études académiques et au travers des interviews avec les dirigeants. D'accord. Qu'est-ce qu'il est ressorti de tout ça? Et ça, c'est une des, je passe dans la conclusion de l'ouvrage. On s'aperçoit que les entreprises les plus performantes ont 4 caractéristiques communes. Et ça, c'est intéressant et c'est très net. C'est-à-dire, on a comparé le score des meilleurs scores réalisés sur l'évaluation sur des indicateurs de réussite d'entreprise, rien à voir avec ces sujets-là. Ah si, c'était en fonction des indicateurs. Des indicateurs sur le modèle. D'accord, ok. Et donc, on prenait toutes les entreprises qui avaient plus de 700 points, ou plus de 600, et on comparait par rapport à la moyenne obtenue. Et on s'est aperçu qu'il y avait 4 caractéristiques communes à toutes ces entreprises très performantes. La première, le leadership du dirigeant. Alors là, c'est bien parce que quelque part, ça confirme ce qu'on lit et ce qu'on entend. À chaque fois, on dit « Ah oui, mais il faut que ça soit porté au plus haut niveau. » Oui, sauf que là, on le voit dans les scores. C'est-à-dire le score moyen obtenu par les meilleurs était de 68%, alors que la moyenne était à 48%. Donc, il y a un écart important. Et donc, ça, c'est le premier point. Je vais illustrer par rapport à ce qui... Alors, on a fait témoigner des dirigeants, et notamment, je voudrais évoquer le témoignage de Sylvain Brozard de Norcis. Je l'ai interrogé un jour parce que je fais partie des exemplaires en la matière, y compris sur le leadership. Je lui ai posé la question, quelle est votre définition du leadership? Et donc il m'a répondu, je vais essayer de ne pas trahir ses propos, d'être un peu plus fidèle parce que je suis enregistré. Il m'a dit c'est simple, Alain, en matière de RSE, le leadership, je vais vous l'expliquer, c'est le dirigeant qui arrive un jour, un lundi matin, face à son comité directeur, et qui dit, voilà, j'ai réfléchi à ce qu'on pourrait faire en matière de RSE, voilà ma vision, voilà ce que je veux faire, sauf que je ne vous demande pas de faire, je vais vous laisser le même temps qu'il m'a fallu à moi pour maturer cette réflexion, pour que vous puissiez vous l'approprier. Très souvent, il constate la chose suivante, c'est que les dirigeants arrivent un lundi matin face à leur codir, en disant, on va faire ça, j'ai une vision, allez-y, mettez en œuvre. Or, si on veut faire adhérer les collaborateurs, il faut aussi partager ces reprendre leur motivation. Donc c'est un exemple. Voilà. C'était un peu un exemple de ce qu'est le leadership. C'était intéressant. Deuxième point sur facteur clé de performance, l'écoute des parties prenantes. On s'est aperçu finalement, toutes les entreprises qui avaient les meilleures notes étaient celles qui avaient mis en place un système d'analyse et d'écoute très large de leur sphère d'influence. Formel. Formel, tout à fait. Alors, formel, toutefois, qui dit formel, ça veut dire je peux recueillir de manière orale certains les tracés, tout comme je peux réunir certaines parties prenantes. C'est-à-dire il y a différents canaux. Voilà, on peut faire l'écoute des parties prenantes, c'est pas dire je fais un focus group, je réunis toutes les parties prenantes et je les interroge. Il y a de multiples opportunités pour recueillir, sauf qu'il faut y penser. C'est-à-dire, à l'occasion d'une rencontre d'un client, mais bien sûr, en fait, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour discuter, j'aimerais partager avec vous ma vision de la RSE, qu'est-ce que vous en pensez, etc. C'est un dispositif d'écoute d'une partie prenante. Voilà. Faire une journée porte ouverte. Si on prend une petite note et qu'on en fait une synthèse, qu'on met au bon endroit. Tout à fait, quelque part, voilà, c'est ça. C'est avant tout essayer après de se dire, bah tiens, il va falloir que je consolide tout ça, etc. Si je fais une journée porte ouverte parce que j'avais envie, parce que je veux montrer tout ce qui est fait dans l'entreprise, et que je saisis cette occasion aussi pour interroger différents acteurs au cours de cette journée, c'est aussi de l'écoute de parties prenantes. Donc le côté formel, il va plutôt se traduire sur ma capacité à compiler toutes ces informations, c'est plutôt ça, plutôt que est-ce que j'ai une procédure formalisée de dire voilà comment j'écoute mes parties prenantes, c'est pas tout à fait ça. D'accord. Troisième, c'est une boucle de la qualité opérationnelle sur tous ces sujets-là, quoi, pas que sur la qualité satisfaction du client.
Troisième, c'est l'implication des salariés. D'accord. On s'est aperçu que, comme par hasard, les plus performantes sont celles aussi pour lesquelles on a perçu que les salariés étaient fortement impliqués. Alors là, je fais le lien de ce troisième facteur clé de succès avec le premier. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes capable de donner une vision, d'expliquer pourquoi vous allez dans cette direction, généralement, on ne savait rien. Il n'y a rien de pire pour un salarié de se voir finalement imposer une instruction par un manager sans qu'on lui explique le pourquoi des choses. Et donc ça, c'était aussi des témoignages de salariés qui disaient « Ah oui, on sait où on va, etc. » Donc c'est parfaitement compris dans l'entreprise. Et puis enfin, le quatrième point qui rejoint la théorie de Michael Porter, c'est l'intégration de la RSE dans la stratégie d'entreprise. C'est qu'on voit que ces entreprises les plus performantes ne sont pas venues uniquement mettre de la RSE sur quelques petits points, mais en ont fait une vraie approche globale en intégrant la RSE même au niveau de leur stratégie. Pas en redéfinissant la stratégie, mais en disant ma stratégie, je vais venir un peu greffer de la RSE parce que ça me semble indispensable. C'est l'idée de shared value, c'est ça, de exactement, exactement. Compléter les axes stratégiques classiques en mettant préoccupons-nous de la planète et des gens, quoi. Exactement. Et donc là, vous voyez bien que on réussissait finalement l'exercice qui était l'exercice initial, qui était de dire est-ce que nos conclusions à un moment donné vont être corrélées avec les études académiques qui sortent sur le sujet. Et oui, parce que partie prenante, la théorie par les parties prenantes, le leadership, c'est repris dans quand même pas mal d'études, l'intégration dans la stratégie, Michael Porter, et l'implication des salariés, on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de thèses sur le sujet, qui montraient finalement plus un salarié a une sorte d'appartenance à l'entreprise, plus il sera performant. Voilà. Dernier point, les retombées. Parce que c'est un point fondamental, c'est pourquoi je fais ça. Alors là, on a eu une surprise quand on a interrogé. 70% des entreprises évaluées ne se lancent pas dans la RSE, ne font pas l'évaluation pour des optiques de rentabilité à court terme. Ça, on a été surpris. Elles ne sont pas parties pour ça. Non, elles ne sont pas parties pour ça. 70%. Bien évidemment qu'ils recherchent dirigeants, alors ils avaient quand même des facteurs, je dirais, favorables, c'est-à-dire souvent ce sont des entreprises qui financièrement sont saines. Parce que quelque part, avant que ce soit trop tard. Ça leur permet aussi d'investir du temps, etc. On voit bien. D'accord. Néanmoins, quand on analyse, elles nous disent finalement, elles ont une caractéristique commune. Une caractéristique commune, c'est que le dirigeant a une fibre humaniste. Il est convaincu par ça. Il se dit de toute façon, la planète, demain, les générations futures, moi j'ai une responsabilité, il faut quand même que je livre quelque chose de positif. Deuxième point, même s'ils disent ne pas rechercher une rentabilité à court terme, ils ont tous mis en avant, et toutes les entreprises le disent, elles ont amélioré leur fonctionnement global. Je vais essayer un peu d'imager. C'est un sentiment, c'est pas une mesure. Et ça c'est important parce que faut pas se lancer dans la RSE en se disant je me lance dans la RSE pour faire moins de consommation d'énergie. D'accord, mais attendez, ça ce n'est qu'un petit point. Et à la limite, la consommation d'énergie, c'est facile d'avoir une rentabilité à court terme, il suffit de changer certains types de matériel, etc. Donc la RSE, et c'est là que ça prend tout son sens, c'est beaucoup plus global, et ce terme de je dirais performance ou amélioration du fonctionnement global, j'aime bien ce terme. Ça a été employé par beaucoup de dirigeants qui ne voulaient pas employer le terme de performance globale, mais plutôt de fonctionnement global de l'entreprise. Je vais comparer, alors je ne sais pas si l'exercice va être pédagogique ou parlant, mais je vais comparer l'entreprise au corps humain. Je me prends, prenons l'exemple, un jour j'ai envie d'être un peu plus performant, je sens que physiquement, c'est la cinquantaine, etc. Si je me dis, tiens, je vais un peu plus dormir, je suis pas certain que ça améliore mes performances. Donc on voit bien que si je veux améliorer ma performance en tant qu'être humain, il va falloir que je réfléchisse à quoi? À mon alimentation, à mon sport, à la façon dont je me tiens au travail, à mon stress, à un tas de choses. Donc on voit bien que ce sont un tas d'éléments qui, corrélés à un moment donné entre eux, vont améliorer ma performance. Qui sont d'ailleurs dans votre relation avec votre environnement. Tout à fait, exactement. Et l'entreprise me fait penser un peu au corps humain, c'est-à-dire améliorer la performance globale de l'entreprise ou améliorer son fonctionnement global, c'est pas dire je vais donner un coup de sifflet sur mon collaborateur pour qu'il travaille plus, ça ne risque pas de marcher. Pas juste aller faire de la salle de sport et ça suffira. Donc je vais essayer de prendre tout le fonctionnement et ça va commencer par ma mission, mes valeurs, etc., ma stratégie,
comment je définis mon plan d'action, qu'est-ce que je priorise, comment j'implique mes salariés, comment je communique, comment j'instaure de meilleures relations avec mes clients, mes fournisseurs, comment je travaille en relation avec certains centres peut-être techniques ou de recherche pour trouver des nouveaux procédés. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus global. S'ouvrir à l'extérieur et soigner les relations avec l'extérieur. Exactement. Voilà, c'est un comparatif. Mais j'aime bien l'image. On compare souvent les consultants à des médecins. Oui. Et Dieu sait que il y a les hôpitaux, il y a les spécialistes et il y a les médecines douces. Ça marche aussi. Voilà, je pense que j'ai résumé l'ouvrage. Voilà. Merci. Ça confirme bien l'image que j'en avais sans être entré dans le détail et le parallèle d'ailleurs avec les points qu'on travaille par ailleurs. Il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est la poule et l'œuf. Il y a une corrélation positive entre un fonctionnement, puisque c'est pas une performance, et je comprends la différence. Les entreprises qui vont bien font bien de la RSE et s'en sentent mieux. Est-ce qu'elles font de la RSE parce qu'elles vont bien et qu'elles sont bien dans leur tête ou l'inverse? Alors, je vais prendre l'exemple d'entreprise qui est correcte, on va dire, et qui, grâce à la RSE, sont beaucoup plus que correctes. Se sentent mieux. Oui. Et là, on a beaucoup de témoignages. Je prends l'exemple Verdeco, Olivier Bedouel. Verdeco, c'est une entreprise du paysage. Il est rentré par justement la porte du modèle Alpha-Bassi pour mieux comprendre les interactions avec la RSE, etc. Souvent, dans les conférences qu'il tient, il dit finalement, ce modèle-là me sert maintenant de modèle de management. Et grâce à ça, il s'est ouvert de nouveaux marchés parce qu'il a compris toute l'importance d'élargir son spectre d'analyse aux parties prenantes, etc. Donc, par rapport à votre question, c'est finalement la RSE lui a permis d'avoir plus. Ça, c'est clair. Oui, de mettre encore mieux qu'avant, il était déjà bien. Voilà. C'est vrai que j'ai pas rencontré aujourd'hui d'entreprise qui se penche sur l'évaluation, sur la démarche, et qui était dans un mauvais état. Voilà. Ça, c'est une condition préalable. Pour moi, c'est une condition préalable pour les pionniers. Alors, ce que disent les dirigeants, la RSE, c'est une condition indispensable pour la pérennité de l'entreprise. Donc, beaucoup disent, si je ne vais pas vers la RSE, mon entreprise à moyen terme mourra. Donc, comment faisaient les entreprises avant que ça existe? Toujours dire, parce qu'après tout, question de piège, bien évidemment. Je pense que le monde change. On ne peut pas comparer aujourd'hui avec le monde d'il y a 10 ans. Et on le voit bien d'ailleurs. Je pense que les événements politiques de ces derniers temps démontrent bien que les outils de communication impactent très fortement. Oui, tout s'accélère, les modifications s'accélèrent autour, donc on est obligé d'être branché plus. On est obligé d'être branché, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que autant une entreprise, il y a 20 ans, par un moindre impact sur l'environnement, un moindre impact social, etc., ne pouvait en fin de compte continuer à vivre sereinement et tranquillement dans son territoire. Autant cette même entreprise 20 ans après, avec ce qui se passe, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc., peut-être si elle a une dérive dans ces domaines-là, va se faire pointer du doigt et va voir très rapidement et va le payer. En fin de compte, je pense que les coûts inhérents à une non-action sont démultipliés aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Donc ça, on peut pas comparer. On ne paye pas encore le carbone et alors bien sûr, on va le payer à un autre niveau. C'est évident, et on pourrait dire, est-ce que c'est la RSE tout ça, ou l'évolution du monde? C'est toujours difficile. Bon. Néanmoins, ce qu'apporte quand même l'ISO 26000, et ça le démontre, c'est que toutes ces réflexions des experts, qui sont aussi des experts d'entreprise, des dirigeants, c'est pour bien fonder même de l'entreprise, c'est de se dire, attendez, vous serez nettement meilleur si vous réfléchissez comment être plus performant sur la prise en compte de l'environnement dans vos procédés. Alors c'est assez surprenant ce que vous dites, parce que c'est vrai que dans certains pays, notamment comme le nôtre, on vit certains aspects comme l'environnement comme une contrainte. Une contrainte, absolument. Et d'autres le vivent plus comme une opportunité. Bien sûr. Je pense que le vrai message à délivrer, c'est
prenez ça avant tout comme une opportunité et pas comme une contrainte. Et ce qu'on fait, ces dirigeants des 200 entreprises, qu'on peut cataloguer de pionnières, c'est dire, mais attendez, ça vaut la peine. Non seulement moi je suis bien portant, mais j'y vais parce que je sais que j'ai encore plus à gagner à y aller. Voilà. Conclusion très positive d'Alain Jounot. Manifestement, belle synergie entre RSE et performance d'entreprise. Nous aborderons dans la vidéo suivante les élargissements possibles, les synergies avec d'autres démarches, d'autres méthodes. Les habitués de valeur et management ne seront pas étonnés. À bientôt pour cette 4e vidéo.